partir chez M. Bat qui est là avec nous. Parce que là, Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, M. De Souza. On vous entend. Parfait. Mon cher De Souza, essaye de bouger un tout petit peu juste, hein, parce que peut-être la position, voilà. Oui, ça y est, j'ai bougé encore plus. Je pense que là, je vous entends, je vous capte. Allez-y. Alors, donc je disais tout à l'heure que finalement, on en a acté, les négociations sont actées, et tout le monde le sait désormais. La RDC va négocier avec la FCM 23. Mais de quoi vont-ils parler? Concrètement parlons, de quoi il s'agit? Est-ce que Félix va rester au pouvoir jusqu'en 2028? Regardez la perte des territoires seront gardés. Ce qu'on n'a pas aussi, ce qu'on a remarqué, l'absence de quelque chose dans ce communiqué, c'est qu'on n'a pas demandé à l'FCM 23 de libérer les territoires qu'ils occupent, ni de remettre les armes. On va parler de leur durant toutes les négociations, même si ça prend une année ou 2 ans, finalement, l'FCM 23 contrôle ce territoire à lui. Félix aussi contrôle le territoire. Alors, de quoi parlons-nous vraiment? De quoi qu'est-ce qui va sortir de là, les négociations? De quoi il s'agit-il? Allô, vous m'entendez là? Oui. Merci. Voilà, en fait, vous allez m'excuser, je suis un peu ému cet après-midi parce que je venais d'avoir un échange avec quelqu'un qui est à Doha, qui est dans une des délégations, c'est vraiment quelqu'un de très proche, mais aussi j'ai eu des échanges avec quelqu'un du côté de Eric Prince, du côté de Blackwater. Ce sont des gens avec qui j'ai travaillé dans une mission quelque part à Bagram, en Afghanistan. Et je vais vous dire exactement ce que moi j'ai compris. En tout cas, les raisons de mes interventions, comme j'ai toujours dit, c'est pour fixer l'opinion congolaise et que nous sachions que nous devons nous positionner par rapport à ce qui nous arrive. Parce que nous ne nous retrouverons pas dans ce type d'accord. Et il est important que les Congolais en prennent conscience et qu'on pose des actions concrètes pour imposer notre chefferie, notre appropriation du pouvoir aux deux camps qui se battent, qui prétendent se battre pour nous. Alors, premièrement, ce qui va se passer, c'est qu'il faudrait retenir que Doha est un échec. Un gros aveu d'échec parce que les négociations à Doha étaient parties autour d'une base de discuter des cahiers des charges des deux parties. Sauf que la première négociation qui a eu lieu, le gouvernement congolais avait envoyé une délégation qui avait un cahier des charges qui était plus ou moins élaboré, mais cette délégation avait repoussé les cahiers des charges de l'AFC 123. Alors l'AFC 123 était reparti aussi avec des suspicions, sachant que ce qu'ils avaient demandé comme préambule avant d'entamer les négociations n'était pas respecté, notamment la libération de certains prisonniers, la levée des condamnations de tous ses membres, ainsi de suite, avant de commencer à parler des problèmes profonds. Et ces problèmes profonds, je peux rapidement vous énumérer certains. Il y a premièrement la question liée au brassage et au mixage. Cette affaire, malheureusement, va nous coller à la peau jusqu'à la fin parce que actuellement, l'AFC exige à ce que ces officiers, ces militaires reconnus au grade auquel ils sont dans la lutte, soient intégrés dans l'armée congolaise comme étant une minorité des partis congolaises qui doit défendre l'intérêt des minorités qui sont dans l'Est. Autre chose qui a fâché le gouvernement du côté du centre, c'est évidemment cette envie d'exiger notamment un contrôle de la partie du contrôle sécuritaire, enfin de l'appareil sécuritaire du pays à un certain niveau, mais aussi un contrôle de certains postes d'officiers de l'armée congolaise. Et je pense que ça, c'était un élément qui a vraiment dérangé. Mais encore une fois, quand ils sont partis de ces négociations, le ministre qatari d'État, je crois, des Affaires étrangères, a été rapidement dépêché aux États-Unis où il a parlé avec Boulos, à partir desquels ils leur ont imposé de signer, n'est-ce pas, ces communiqués, vous avez vu que j'avais hier d'ailleurs qualifié de torchons pour les raisons que j'avais données. Mais ce communiqué a été signé sous pression par rapport aux deux camps, parce que premièrement, ils ne voulaient pas se mettre d'accord pour émettre un communiqué signé ensemble, et deuxièmement, vous avez vu que ces communiqués n'étaient pas émis avec des signatures de deux partenaires qui étaient présents lors des négociations et n'a pas été signé pendant la négociation. Qu'est-ce qui va se passer comme prochaine étape? En fait, en ce moment, il y a un autre acteur intéressant qui est en train d'entrer qui est en train de se préparer pour intervenir, n'est-ce pas, dans le conflit congolais. C'est encore une fois un acteur militaire qui est déjà en RDC. Ici, j'ai cité un nom de Eric Prince, qui est en fait le fondateur de Blackwater. Blackwater, pour ceux qui ne savent pas, c'est pratiquement la société de mercenariat américaine qui est en fait une société qui joue le même rôle, n'est-ce pas, que la société Wagner au niveau de la Russie.
C'est-à-dire, c'est une société des mercenariats qu'on déploie dans des zones d'opération non officielles du gouvernement américain. Et cette société travaille, n'est-ce pas, avec ce qu'on appelle les tacites du gouvernement. Comme à l'époque de Dick Cheney, avec les républicains extrémistes et conservateurs, nous avons ces mêmes types de républicains qui se retrouvent avec Trump, notamment un certain Boulos, qui a été impliqué dans les négociations de la discussion depuis le début. Et le rôle de cette société serait justement de déployer des mercenaires pour pouvoir sécuriser les zones d'opération pour l'exploitation minière. Malheureusement, s'il y a les gens de Tshisekedi ici, je vais vous informer que ce deal va passer. Ce deal passera au détriment de Tshisekedi et de la RDC. Et ça me fait vraiment sourire parce que j'ai vu tout ce qui a été fait comme bruit au début et tout ce qui est en train de se passer actuellement. Je pense que Tshisekedi perd le contrôle. Monsieur de Souza, donc, du coup, on peut dire que c'est le gouvernement congolais qui signe ce deal avec, avec cette entreprise-là, c'est ça? Le gouvernement congolais ne signe pas ce deal. Je voudrais parler de Tshisekedi et son équipe parce que les conseillers qui ont été Washington pour discuter de ce deal sont en fait le bras séculier de la concerné gouvernement. Souvenez-vous, l'autre fois, je vous ai dit comment est-ce que fonctionne Tshisekedi avec sa bande. Il y a la bande familiale, il y a la bande des extrémistes, il y a la bande des conseillers qui viennent de Belgique et des États-Unis, des US, et puis il y a les autres, et puis il y a les partis politiques. Donc ils sont actuellement en conflit interne extraordinaire pour vous voyez, pour s'accaparer, n'est-ce pas, comment dire, de la priorité ou de la primeur de tenir ces discussions au niveau de Washington parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, comme d'habitude, et ils bouffent avec des rétrocommissions et ils vont aller suivre ces gens pour leur donner des commissions à côté. Le problème, c'est que ce désordre-là, en envoyant plusieurs délégations au niveau de Washington, a soulevé les sourcils des gens de Washington, notamment Boulos, qui en a parlé avec Tshisekedi et qui l'a contraint à arrêter avec certaines sociétés lobbyistes qui étaient autour. Mais la finalité, c'est laquelle? C'est que les Américains, ça il faut bien retenir, les Américains ne viendront jamais, sachant en fait actuellement la complexité de la situation de la guerre en RDC, notamment avec la multiplicité des groupes armés, plus de 204 ou de 244 à ce moment, parce que l'autre fois, je vous ai encore dit, j'ouvre une parenthèse que je ferme, les Ouazalendo sont un potentiel groupe armé qui va devenir un problème après la signature la signature de l'entente entre le M23 et la RDC. On en parlera plus tard dans mon intervention. Donc, ce qui se passe actuellement, les Américains veulent sécuriser la contrée de l'exploitation minière parce qu'ils ont des zones qu'ils ont déjà ciblées, mais ils veulent les sécuriser avant d'envoyer les mercenaires sur terrain. Et je ne veux pas vous partager l'expérience des mercenaires. C'est que ces gens-là, Blackwater, j'ai travaillé avec certains parmi eux à Bagram, et lorsqu'ils sont déployés sur le terrain, ils viennent pour sécuriser les sites d'exploitation spécifiquement dédiés pour l'exploitation de certains, tacites du gouvernement américain. Et je parle d'individus. Donc ces contrats ici, que Tshisekedi pensait qu'il était en train de signer avec Washington, comme le Capitol ou bien tout ce qui est comme gouvernement américain, il les signe avec des individus forts aux États-Unis. Donc encore une fois, c'est un autre problème qui va se créer potentiellement parce que ce sera maintenant des multinationales qui vont se cacher derrière, enfin ce sont des politiciens américains qui se cacheront derrière les multinationales et qui nous apporteront une exploitation à travers lesquelles ils utiliseront les mercenaires pour pouvoir faire l'exploitation. Ces mercenaires sont à la fois des miniers, ils sont à la fois des géologues, ils sont à la fois des conducteurs d'engins, ainsi de suite. Moi, j'ai vu même certains qui étaient à la fois aux pompes de pétrole au niveau d'Irak. Donc ça, c'est une parenthèse que je ferme. Donc, encore une fois, le AFC 123 sait que les négociations de Doha ne vont pas prendre et c'est un échec cuisant à l'avance. Et ils savent que Félix Tshisekedi va traîner les pieds le temps pour lui de s'organiser pour pouvoir reprendre les choses par la force. J'ai apprécié l'intervention de Papa Bart tout à l'heure qui a dit Félix Tshisekedi, il faut le connaître. Il cherche juste une opportunité pour taper derrière AFC M23. C'est comme ça qu'il est. Il ne va pas lâcher l'affaire. Il va continuer à tourner autour du pot, quitte à aller chercher d'autres personnes pour intervenir. Maintenant, qu'est-ce que AFC M23 va faire? Parce que c'est ça qui va se passer après. J'ai toujours dit, c'est le calme avant la tempête. Vous avez suivi récemment AFC M23 a repris Walikale Centre. Vous vous souvenez, ça vient d'être repris, je crois, il y a quelques jours. Exactement, oui. Ils sont en courant, hein? Alors, Walikale Centre qui est repris, il y a... Oui, allez-y, s'il vous plaît.
Moto kopela na kati ya mboka. Quelqu'un qui a appelé, c'est Madame le guide. Moto kopela na kati ya mboka bo asime hein. Moto kopela bato bozo konkumisa Félix. Allez-y, monsieur de Souza, allez-y. D'accord, parfait. En fait, ce que j'étais en train de dire, c'est que Walikale Centre ne peut être pris seul parce que il y a la mine Alpha Mine qui est actuellement à Walikale Centre. Alpha Mine est une compagnie, une multinationale qui vend, en fait, qui exploite l'étain, qu'ils vendent aux compagnies américaines qui l'utilisent pour ces industries. Et ils produisent une très grande partie de l'étain mondial et l'arrêt de cette mine peut avoir un impact sur les marchés internationaux de la vente de l'étain. Ce qui se passe, c'est que Kisangani constitue en fait de la base logistique arrière pour l'exportation et, comment dire, et disons le passage, n'est-ce pas, de cet étain pour l'acheminer en passant par l'Ouganda pour l'exporter à l'étranger. Donc si Kisangani et si Walikale Centre est pris, Alpha Mine peut travailler, mais l'État ne pourra pas sortir parce que de l'autre côté, c'est Kisangani qui est contrôlé par le gouvernement congolais. Du coup, en prenant la Walikale Centre, il faut directement prendre Kisangani. Et je crains que AFC 123, pour la prochaine étape qui va arriver après la négociation avec le gouvernement congolais, qui va d'ailleurs capoter parce qu'il n'y aura rien qui sortira de là, je pense qu'ils vont essayer d'utiliser la force pour aller vers le front Kisangani, faire tomber Kisangani comme ça. Ils ne portent pas préjudice à Alpha Mine, ils gardent Kisangani et Walikale Centre pour pouvoir exploiter et sortir les minéraux qui vont être retirés, mais en même temps garder l'équilibre au niveau des multinationales en leur disant nous pouvons assurer non seulement l'exploitation mais aussi sécuriser la distribution et l'exportation des minéraux. Donc je crains que ce soit le prochain front le plus proche. Alors, de toutes les façons, si ça se passe ainsi, donc finalement c'est Félix qui aurait gagné parce que lui, son objectif, peu importe le prix qu'il va brader pour assurer sa sécurité, tant que ces mercenaires américains peuvent lui assurer sa sécurité, ben, le danger par contre, c'est comme disait Madame le guide tout à l'heure, le danger par contre c'est l'FCM 23 qui aura maintenant interdiction de toucher à certaines zones parce que si les Américains déjà prennent certaines zones stratégiques, ben, ça veut dire que l'FCM 23 ne pourra plus contrôler, ne pourra plus aller jusqu'à Kinshasa et c'est Félix qui aurait gagné parce que pour lui, tant qu'on lui laisse même 10 ans, 30 ans et que ces Américains sont là, mais ça fait l'affaire, non, monsieur de Souza? Oh, répondez s'il vous plaît, messieurs. Je crois que la connexion, je vais revenir à vous. Alors, monsieur, je reviens rapidement parce que monsieur Barth n'avait pas fini son intervention. Monsieur Cavalier Solitaire, bonjour, soyez la bienvenue. Monsieur Barth, je reviens à vous. Vous écoutez là ce que dit monsieur de Souza. Alors, d'un côté, où on estime que finalement le président Félix pour protéger Congolais m'a protégé par un pouvoir marché et qu'une société américaine voudrait l'FCM 23 Monsieur Bat. Je ne sais pas si ils risquent d'échouer, mais ça sera quand même un peu délicat pour eux de se mettre, comme je venais de le dire, de se mettre au travers les intérêts de certains politiciens mafieux américains. C'est comme ça que moi je peux les appeler. Parce qu'ils vont venir faire un deal avec un homme qui est rejeté par pratiquement tout son peuple pour qu'il se maintienne au pouvoir. Ouais. C'est là où intervient les soulèvements populaires, la population. Je parlais ici de l'armée régulière qui avait été chassée au Niger. On doit se lever, être tous derrière M23. Est-ce que nous allons nous mettre debout? Parce que ces gens-là, les mercenaires sont là pour l'argent, ils sont prêts à tout, à tuer, à faire pour sauvegarder les intérêts de certains individus. Entre autres, soutenir Félix Tshisekedi. C'est là où nous demanderons au peuple, parce que ce sont des dits qui se font sur des Congolais. Ils ne trouveront pas leur compte dans cette histoire-là. Ils vont piller, ils vont creuser, et puis ils vont partir, et Félix va continuer à protéger le pouvoir. C'est là où le monde entier pourra voir que non, le peuple congolais s'est mis debout et ils ne veulent pas de ce deal mafieux. Vous voyez? Parce qu'autour de Trump, il y a aussi beaucoup de bandits. Et ça, nous le savons. Il faut avoir le courage de le dire. Ils sont autour de lui, qui peuvent faire n'importe quoi. Il y a aussi d'autres personnes qui réfléchissent. Et c'est là où vous avez raison de dire que
la diaspora est divisée, au fait. C'est là où notre rôle, entre autres, M. de Souza, qui maîtrise un ancien militaire et qui connaît les méandres et tout ça, on pouvait se mettre en contact, nous tous, qui sommes contre ce qui se passe, et où frapper et comment faire. C'est ça le problème. Nous devons réfléchir sur cela. Parce qu'aujourd'hui, si cette société civile est divisée, avant que Félix ne prenne le pouvoir, il y avait, et ça je m'excuse, hein, je ne suis pas tribaliste du tout, mais nous dénonçons les choses que nous voyons. Les gens qui étaient dans la société civile, les ceci, les cela, les droits machin, pratiquement la majorité étaient des intellectuels qui viennent du Kasaï, les Balouba. Et depuis que Félix a pris le pouvoir, ils ont fermé leur bouche. Ils ne parlent plus. Est-ce qu'ils ont été corrompus? Est-ce que c'est par solidarité avec entre guillemets, les frères? Ça, nous ne savons pas. À l'extérieur, c'est la même chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens à l'extérieur que moi, je connais personnellement et qui s'en vantent même, qui ont des emplois fictifs au pays et qui sont payés par la maison civile de M. Tshisekedi. Comme ces gens-là ici, ils ont leur travail. Ça varie, ça va du double. Il y a des gens qui peuvent toucher 1 000 euros par mois jusqu'à 20 000 dollars je confirme par mois. Ça. Ils ne sont pas au Congo, ils sont ici parce qu'ils sont membres de sa famille, parce qu'ils sont membres de sa Il y en a aussi ceux qui sont au Congo. Et ils touchent l'argent tout en étant ici. Vous voyez comment la communauté est divisée. Parce qu'il y a peu de Congolais qui ont l'amour de leur propre pays. Et c'est les intérêts personnels qui comptent dans la majorité de nous Congolais. C'est comme ça et personne ne me dira le contraire. Surtout les intellectuels qui savent manipuler les gens qui n'ont pas été sur les bancs de l'école. On les manipule et ils n'ont pas de position. Il suffit que quelqu'un débarque qui les manipule en leur donnant un t-shirt, en leur donnant un sac de riz ou ceci ou cela. Et ils prennent cette position-là. C'est ça le drame, au fait, que nous vivons au Congo. Alors, si ces Black Watchers viennent, je sais que ça sera la barbarie qui va venir au Congo. Ce sont les gens qui n'obéissent à aucune règle pratiquement. Ce sont des gens qui sont comme le Wagner aussi. Pour leurs intérêts, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tuer, ils sont prêts, enfin, ce sont des termes de mots. Donc il a brandi tous nos minéraux. Ils sont prêts à tout. Parce qu'ils sont bien à lui et pas pour l'intérêt du pays ou des Congolais. Non, nos intérêts. Et c'est ça le problème. Et moi, je fais appel à toutes les personnes qui aiment vraiment les Congo. C'est le moment où jamais qu'on puisse jouer un rôle. C'est le moment. Nous savons que nous sommes divisés. Il y a le pro-Félix. Quoi que Félix fasse, et ils seront toujours là pour l'applaudir. C'est comme ça. C'est comme dans une secte où on ne contredit pas les gourous. Les gourous à droit sur tout et en tout. Et pour citer, je reviens là où je disais que cette unité-là, cette identité zaïroise, que ce soit les Américains, les Français et les autres, n'avaient pas vu parce que le Congo devrait être morcelé au plus tard en l'an 2000. Et nous avons vu à partir de 94, dans la région, ça bouillonnait déjà, jusqu'à 98 et 99. Le pays était vraiment au bord d'explosion. Mais cette identité zaïroise faisait à ce que tous les belligérants, moi, Monsieur La Liberté, vous connaissez que j'avais accompagné Jean-Pierre Bemba à l'époque. Mais partout où on passait, on nous disait Kinshasa. Kinshasa, nous vous aimons ici, ok, c'est bien, mais Kinshasa. Mais là où j'ai encore un espoir, un petit espoir, je vois la même chose chez l'AFC. Le peuple dit ok, mais Kinshasa, voilà. Qui symbolise l'unité nationale, qui symbolise
non, 2 345 900, je ne sais pas quoi, kilomètres carrés. Et ça donne encore espoir parce que Félix, malgré son tribalisme, malgré son népotisme, il n'a pas su casser cette identité zaïroise. Et c'est là où je félicite encore le peuple congolais que tout n'est pas encore perdu. Merci, papa. Tout est encore jouable. Merci beaucoup. Tout est encore jouable, Monsieur Barthes. Il y a Cavalier Solitaire qui nous a rejoint, Monsieur Citoyen aussi qui est là avec nous. Alors, Citoyen, nous sommes en train d'évoluer un peu dans cette thématique où nous essayons d'aller plus en profondeur. De quoi vont-ils parler? Les négociations, oui. L'FCM 23 et la République du Congo aussi. Négocier quoi? De quoi vont-ils négocier? Est-ce que c'est le départ de Félix? Là-dedans, on n'a plus imposé que l'FCM 23 puisse remettre les territoires ou encore déposer les armes. De quoi on parle? Ces négociations vont aboutir à quoi? De quoi vont-ils parler? La parole, je profite du panel pour saluer les panélistes, des grands panélistes.